Bonjour Michel Dayan. Bonjour. C'est un féminicide qui avait scandalisé toute la France. La mort de Shahinez Daoud. Mounir Bouta, son ex-mari, a donc été condamné à la perpétuité. Il l'avait aspergé d'essence, brûlé vive, après lui avoir tiré au fusil dans les jambes. C'était à Mérignac, près de Bordeaux. Qu'est-ce que vous dites ce matin de ce verdict ? Alors le verdict, il a pris la peine maximale, donc le verdict est brutal, il faut quand même le dire. Je suis avocate aussi et ça reste un être humain, donc le verdict est brutal, mais il me semble juste, il me semble à la hauteur des faits, de leur ignominie, et à la hauteur aussi des attentes de la société. Son avocat dit que cette sanction est extrêmement lourde et elle ne laisse quasi aucun espoir de sortir un jour de détention. C'est pourquoi je dis que c'est une sanction brutale. La perpétuité, c'est évidemment brutal, c'est la peine maximale et c'est une condamnation à vie pour avoir enlevé une vie. La particularité là, c'est que c'est un homme qui est décrit par les experts psychiatriques comme paranoïaque, au trait narcissique. On parle d'une altération de son discernement. Et quand on dit il ne sortira probablement pas, c'est que son cas va être réexaminé par les experts dans quelques années. Qu'est-ce que la prison peut faire pour cet homme-là ? Est-ce que sa place n'est pas en psychiatrie ? Alors, c'est une altération du discernement, pas une abolition du discernement. Donc ça veut dire qu'il est réceptif à la sanction pénale. Sinon, il n'y aurait pas eu de procès d'assises et il n'y aurait pas eu une condamnation. Évidemment, et vous posez une question essentielle. La prison, je crois que c'est Victor Hugo le disait, c'est l'école du crime. La prison, en tout cas, comme elle est conçue, et comme elle est conçue en France, elle ne soigne pas, elle ne prévient pas, elle ne résout rien, elle ne fait que, à un moment donné, protéger la société, protéger d'autres victimes potentielles, mais absolument pas résoudre le problème. Et en ce qui concerne cette affaire en particulier, que je ne connais pas, mais cette personne que je ne connais pas, évidemment qu'il n'y a aucune possibilité de rédemption, ou en tout cas de soins en prison. Après, la psychiatrie, je ne sais pas. Je n'ai pas eu accès aux expertises psychiatriques. Je ne sais pas aujourd'hui où il en est, si éventuellement un traitement psychiatrique serait plus adapté. Si vous actez que la prison ne pourra rien pour cet homme, je repose la question, quel sens ça a de protéger la société. Oui, mais en psychiatrie, l'idée en psychiatrie n'est pas de le remettre en liberté dans 15 jours. Mais il n'est pas. On a un code de pénal. Protéger la société, certes. On a un code pénal et un code de procédure pénale. Quand le discernement n'est pas aboli, on va en prison. L'altération suffit pas pour. Ah bah non, la preuve, on va en prison et on ne va pas dans un hôpital psychiatrique. De toute façon, si on pousse le raisonnement plus loin pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, pour asperger la mère de ses enfants d'essence, parce qu'il y a un continuum de la violence, pendant des années, la menacer, la violenter, la surveiller également. La surveiller, il faut forcément avoir psychiatriquement, psychologiquement, des atteintes évidentes. Et donc, il y aurait... Pourquoi pas ? Moi, dans un monde idéal, il faudrait soigner tout le monde, prévenir ce genre de cas, qu'il n'y ait plus de prison et qu'il n'y ait que des soins adaptés au dysfonctionnement psychique. Alors, c'est peut-être pas une question simple, mais peut-être que certains de nos auditeurs ou nos téléspectateurs se disent, en vous écoutant et en écoutant cette histoire qui est terrible, se disent, pour ce type de personnes, il n'y a pas de rédemption possible. Qu'est-ce que vous en dites de ça ? Alors, vous parlez, je suis à la fois... Vous avez utilisé ce terme de rédemption. Tout à fait, activiste féministe, je défends des femmes, mais je suis avocate et il m'arrive aussi de défendre des auteurs. Et je pense que lorsque l'on est face à un crime, si terrible soit-il, si monstrueux soit-il, quand on est avocat en tout cas, on ne défend pas un acte, on défend un être humain. Et que, sauf erreur, il n'y a pas le gène du monstre ou le gène de la violence ou le gène du crime. On ne l'a pas isolé encore. Et que donc, évidemment, il y a en chaque personne, y compris dans l'homme qui a sauvagement assassiné son épouse, un être humain et une rédemption toujours possible, une prise de conscience. Mais pour répondre, pour faire le lien avec ce qu'on disait il y a quelques instants, en prison... Hélas, la façon dont elle est conçue,
aujourd'hui, il n'y a pas de rédemption possible. Alors, ce féminicide est aussi considéré comme emblématique parce que Shahinez Daoud avait déposé plainte pour la énième fois 1 mois et demi avant sa mort. Elle voulait quitter son mari, plainte mal enregistrée par un policier lui-même condamné pour violence conjugale, et c'est d'ailleurs pas la seule défaillance pointée par l'enquête administrative, à tel point que la famille a engagé une procédure contre l'État. Est-ce que de tout ce que vous constatez, vous, avec votre association Lawyers for Women, association de juristes qui lutte contre toute forme de violence faite aux femmes, est-ce que l'accueil des victimes dans les commissariats ne progresse pas quand même ? Si, ça a progressé, évidemment, parce que ce dont vous parlez, c'est le continuum de la violence. C'est pas un jour, ce monsieur a décidé de tuer sa femme ou a eu une pulsion de tuer sa femme. Il y a eu un continuum, en tout cas. Non, mais je parlais aussi de cette plainte mal enregistrée et de toute une série de défaillances. Alors, de toute façon, il y a eu des défaillances. C'est un cas pratique d'école de droit, vraiment. Malheureusement, le féminicide de Shahinez Daoud, parce que la lutte contre les violences faites aux femmes, dont la scène finale funeste et la photographie, c'est le féminicide. Il y a un film avant, et ce sont des maillons d'une chaîne, et si un maillon est défaillant, tout s'effondre. Et dans les commissariats évidemment, dans ce cas-là, il y a eu des défaillances, mais pour ce qui concerne, moi ça fait 32 ans que je suis avocate, ça fait quand même quelques décennies que je m'occupe de femmes victimes de violences, et on peut constater depuis notamment le Grenelle sur les violences conjugales, un accueil bien amélioré dans les commissariats, avec des questionnaires systématiques, avec des brigades de protection de la famille qui prennent en charge les victimes. Elles ne sont plus malmenées comme elles avaient pu l'être. Il y a plus de refus de plainte. Il y a beaucoup de disparités, manifestement. Dans le territoire. C'est ce que dit le défenseur des droits. C'est un rapport qui date de quelques semaines, du début du mois de mars, avec encore des propos déplacés, absence d'interprète, locaux inaccessibles pour les personnes en situation de handicap, refus du dépôt de plainte parfois. Ce qui est contraire à la loi, ce qui est contraire au code de procédure pénale. Ça, vous le constatez moins qu'avant. Mais vous avez raison, il y a une disparité sur le territoire. Vous savez, on fait presque, nous, avocats... Est-ce que vous êtes capable, alors vous êtes avocate au barreau de Paris, mais est-ce que vous êtes capable, vous, en fonction des discussions que vous avez avec vos confrères, vos consoeurs, de savoir dans quels endroits ça va moins bien ? J'allais vous le dire, et pardon pour la trivialité du propos, il m'arrive de faire du commissariat shopping, et de me dire, même dans Paris, de me dire, il vaut peut-être mieux, alors je n'ai certainement pas cité de commissariat d'arrondissement, il vaut mieux aller dans ce commissariat pour déposer plainte pour viol ou pour violence que dans tel autre, parce que la prise en charge n'est pas la même, parce que ça dépend évidemment de la façon dont le commissariat est géré, mais s'il y a une brigade de protection de la famille ou pas, et on sait qu'il y a des commissariats dans lesquels les femmes sont bien moins accueilles que dans d'autres commissariats. Juste commissariat shopping, ça veut dire que vous allez incognito. Commissariat shopping, je choisis mon commissariat en fonction. Et vous faites mine Parce de qu'on porter peut aller déposer plainte dans n'importe quel commissariat, il faut le savoir. Il faut le savoir pour les femmes victimes de violences. Elles ne sont pas obligées d'aller au commissariat de leur domicile. Elles peuvent aller à côté de leur travail, par exemple, ce qui est parfois plus facile pour elles. Michel Dayan, vous restez avec nous. On se retrouve dans une petite minute, juste après votre fil info, 9h-20, Marine Klett. Un ultimatum déposé dans les boîtes aux lettres de plusieurs entreprises françaises, lettre signée de l'administration américaine qui leur demande d'abandonner leur politique anti-discrimination, condition non négociable s'ils veulent continuer à travailler avec les États-Unis. Un autre courrier également envoyé de Washington, mais pour l'Ukraine, cette fois-ci la dernière version de l'accord sur les minerais stratégiques. Kiev parle d'un document inacceptable selon plusieurs médias ukrainiens. Il y est notamment question de rembourser toute l'aide américaine reçue. En France, un homme de 34 ans mis en examen et en détention provisoire depuis hier soir dans les Yvelines, accusé d'avoir violé par soumission chimique 5 de ses anciennes compagnes. Des photos et des vidéos de lui abusant de corps inertes ont été retrouvées dans son ordinateur et dans son téléphone. Un avion d'aide humanitaire indien a atterri ce matin en Birmanie, pays ravagé par un puissant séisme hier. Plus d'1 millier de personnes sont mortes selon un bilan toujours provisoire. La Thaïlande a également été touchée. Et puis 2 finales de Coupe de France de volley. Aujourd'hui à Chartres, chez les femmes, Mulhouse affronte les Nantaises tenantes du titre. Et ensuite pour les hommes, Montpellier jouera contre Tourcoing. France Info. Le 8h30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Avec ce matin l'avocate Michel Dayan, présidente de l'association Lawyers for Women, qui donc lutte contre toute forme de violence faite aux femmes, c'est en anglais parce que c'est aussi à l'international. Et je précise aussi que vous avez publié récemment Nous nous sommes tant aimés aux éditions de l'Observatoire qui évoque tous ces sujets. Alors pas directement le cas de Gérard Depardieu dont on va parler, mais ce type d'affaires. La semaine donc a été marquée par le procès de l'acteur qui était jugé pour agression sexuelle devant le tribunal correctionnel de Paris. 18 mois de prison avec sursis, 20 000 € d'amende requis et obligation de soins. Vous retenez quoi, vous, de ce procès ? Alors, d'une façon générale, j'essaye de ne pas
évoquer un procès dans lequel je ne suis pas et je n'ai pas eu l'occasion d'aller à l'audience. En revanche, ce que je retiens, c'est que ce soit Gérard Depardieu ou Monsieur Tout-le-Monde, lorsque on commet des actes qui sont passibles d'une sanction pénale, l'agression sexuelle, donc mettre la main sur les parties intimes d'une femme, il faut quand même le rappeler, parce que c'est pas encore rentré complètement dans la tête de tout le monde, des hommes comme des femmes d'ailleurs. Évidemment, c'est une agression sexuelle, c'est pénal, c'est un délit. Donc que ce soit Gérard Depardieu ou Monsieur Tout-le-Monde, la justice doit passer, il doit y avoir un procès équitable, contradictoire, mais la justice doit passer. Donc je retiens que, Dieu merci, même si l'on est puissant, aujourd'hui, en 2025, on peut être sous le coup d'une sanction pénale. Et quand on est Alors la défense de Gérard Depardieu qui a été, certains l'ont remarqué, l'ont critiqué, mais en tout cas sur le fond, il y a le côté grossier, vulgaire, j'assume de l'être, mais agresseur, certainement pas. Est-ce que c'est quelque chose qui revient encore beaucoup aujourd'hui, ce distinguo ou qui ne parvient pas à être fait, ou certains qui sont dans le déni et refusent de le faire? Alors bien sûr, Gérard Depardieu le dit en faisant du Gérard Depardieu, je suis grossier, je suis vulgaire, j'assume. Quand on ne s'appelle pas Gérard Depardieu, c'est un peu plus compliqué de dire ça en salle d'audience, mais on entend d'autres choses, que ce soit en salle d'audience ou que ce soit dans une conversation avec des amis. C'est, ça va, une main aux fesses, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. C'est la version pas Gérard Depardieu de ça va, je suis grossier et j'assume. Eh ben non, on ne peut plus faire ça et on ne peut pas faire ça parce que ça s'appelle une agression sexuelle. C'est un procès qui a aussi fait rejaillir la notion de victimisation secondaire qu'on avait observé au procès des viols de Mazan à l'automne, avec des victimes directement attaquées par les avocats de Gérard Depardieu. Ces attaques à répétition comme ça vous choque, vous, la juriste? Alors encore une fois, je suis juriste et je suis avocate. Et la parole et la défense est libre. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Ça s'appelle un état de droit. Parce que s'il n'y a pas de défense... On a le droit d'agresser, de traiter d'hystérique, d'abject, d'ignoble, de stupide. La défense, je crois qu'il faut le rappeler, parce qu'il faut une certaine pédagogie pour les auditeurs, les téléspectateurs, et je comprends que ça puisse choquer, mais la défense, dans un pays comme la France, qui est un état de droit, elle est libre. Et heureusement, sinon ça s'appelle une dictature, et puis on y glisse tranquillement. L'important, c'est que la justice passe. Après, on a un code de déontologie des avocats. Je n'étais pas à l'audience, mais il y a un code de déontologie des avocats. Et si on tombe sous le coup d'une infraction à ce code de déontologie, on passe en disciplinaire et on peut donc être jugé par l'ordre des avocats. Il faut respecter un principe de délicatesse, de courtoisie, d'humanité, évidemment. Donc, après des propos sexistes, on peut tout défendre. Pas n'importe comment. Mais est-ce que pour l'avocate que vous êtes, et c'est peut-être pas une question simple, est-ce que ça peut revêtir une forme d'efficacité, ce type de défense? Pour moi, c'est totalement contre-productif. On verra le résultat. Pour moi, c'est totalement contre-productif. Je pense qu'on peut tout défendre en gardant des valeurs chères à notre cœur, quand elles sont chères à notre cœur. Ça sert, ce genre de procès? Évidemment, ça sert parce qu'on entend parler. Parce que ça peut faire peur. Je veux dire, c'est assez effrayant pour une victime d'imaginer qu'elle va se faire. Ah non, pour la victime, vous parliez de survictimisation. De toute façon, dès lors je dis ça sert, est-ce que ça libère la parole, comme on le dit souvent, ou ça peut faire peur? Bien sûr, ça libère la parole. La preuve, c'est que l'augmentation significative des dénonciations pour viol, agression sexuelle ou violence conjugale, la parole, elle s'est libérée. Le problème, c'est la libération de l'écoute qui n'est pas toujours au rendez-vous. Mais ça sert parce qu'on en parle. Après, il y a une survictimisation. Dès lors qu'on pousse la porte d'un commissariat, c'est le parcours de la combattante, il faut le savoir. Et on peut aussi, et c'est le jeu judiciaire, être forcément exposé à des questions, des propos désagréables, des propos parfois dénigrants d'avocats comme de procureurs ou comme de magistrats. Et ça fait partie de la... Ça fait partie là. Alors après, il faut le faire avec mesure et encore en respectant la loi et notre code déontologique. Mais voilà, mais je pense que ça sert parce qu'on en parle, parce qu'on parle de consentement, parce que maintenant, quand on va dire ça va, on peut plus mettre une main aux fesses, parce que c'est ça qu'on entend quand même. Ben non, on ne peut pas parce que c'est la loi, il faut rappeler la loi. Alors une proposition de loi justement transpartisane doit être votée mardi à l'Assemblée pour modifier la définition pénale du viol, avec l'idée d'y introduire la notion de consentement. On sait que tout le monde, y compris les associations féministes, ne sont pas forcément d'accord avec les implications que ça peut avoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y êtes favorable? Alors nous, on est très partagés au sein de Lawyers for Women, au sein de notre bureau. On a deux avis. Moi, je suis encore très partagée parce que je crains
que si l'on introduise la notion de consentement, ça vienne mettre les pleins feux sur la victime. C'est-à-dire qu'elle doit prouver qu'elle n'était pas consentante. Donc, ça veut dire que l'infraction, elle pour être déterminée, pour être caractérisée, elle ne va pas on va pas se fixer sur le comportement de l'auteur, mais sur celui de la victime. Sauf si on introduit une présomption de non-consentement. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'on introduit une présomption de culpabilité. C'est pas possible. C'est contraire à nos règles de droit sur la présomption d'innocence. Donc, je suis un peu inquiète même pour les victimes. Et puis la jurisprudence, il faut quand même le savoir, et il faut le dire pour vos téléspectateurs, la jurisprudence, elle permet de couvrir tous les cas où il n'y a pas consentement, avec la violence, la menace, la contrainte et la surprise. La jurisprudence doit tout couvrir. Elle devrait suffire à vos yeux. Voilà. En revanche, et c'est pour ça que je dis que je suis partagée, introduire le mot consentement a une valeur pédagogique. C'est ce qu'on appelle la valeur expressive de la loi. La valeur expressive de la loi, ça veut dire que la loi, elle a aussi, c'est un moyen aussi de faire entrer dans la tête des justiciables et donc de tous les concitoyens, concitoyennes, que le consentement, c'est important, notamment sur le viol conjugal. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'elles doivent consentir à une relation sexuelle avec leur mari et qu'elles ne consentent pas une fois pour toutes quand elles se marient. Donc, et de même les viols sous soumission chimique, au sein du couple ou pas. Exactement. Donc, le viol de Mazan aussi, mais donc ça a une valeur. Donc vous pourrez trouver une rédaction. C'est pas utile, enfin c'est pas indispensable, voilà, alors, mais sociétalement, c'est ça. Exactement, sociétalement. Et puis je pense que le problème, il n'est pas juridique malheureusement, il est sociétal et judiciaire. C'est-à-dire que appliquons déjà la loi comme elle devrait l'être au lieu de refaire une autre loi et traitons de façon en matière de recueil des preuves, notamment de célérité de l'enquête. Merci beaucoup, Maître Michèle Dayan, avocate au barreau de Paris, présidente de l'association Lawyers for Women, d'avoir été avec nous ce matin. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Nous nous sommes tant aimés ». C'est aux éditions de l'Observatoire. 8h50, votre fil info, Marine Klett.